Bien, merci Eric. Les confrères m'ont confié la redoutable mission de vous dire ce qu'était la théorie des contraintes. Alors, c'est définitivement redoutable puisque même Conrad soi-même, en fin de sa vie, a avoué sa difficulté à expliquer ce qu'était la théorie des contraintes. Il était capable d'en donner une définition, mais c'était beaucoup trop général, et il a donné une définition, quand il a donné une définition étroite, c'est beaucoup trop étroit. Alors, je suis apparemment en terrain connu, la plupart d'entre vous donc ont eu connaissance de la théorie des contraintes, en ont une idée, et pour vous, si je vous dis qu'est-ce que c'est que la théorie des contraintes? Alors il y a des gens qui vont me dire, ah ben les contraintes c'est un concept de management. Des gens qui sont d'accord avec ça? D'autres vont dire, ah ben c'est un mode de pensée. En fait, je lis le livre de but et puis je regarde mon entreprise, je ne regarde pas avec le même œil. J'ai un mode de pensée différent. J'approche mes problèmes de manière différente. Une autre personne va dire, attendez, oui. La théorie des contraintes, c'est des outils. C'est des outils pour gérer. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a des gens qui sont d'accord avec cette définition? Pour gérer quoi? Pour gérer les goulots, bien sûr. Hein, la théorie des contraintes, c'est bien connu, hein, c'est pour gérer les goulots. Et puis, d'autres vont dire, ah mais non, attendez. Moi, je gère des projets avec ça, c'est vraiment la théorie des contraintes, et j'en suis parfaitement content, et je gagne beaucoup d'argent grâce à ça. Et puis, d'autres vont dire, bon, ben, mode de pensée, s'il y a un mode de pensée, s'il y a des outils, ben, il doit y avoir aussi des outils pour penser. Vous avez tous raison. Le problème, c'est que, pour mettre tout ça dans le même sac, et je n'ai pas trouvé d'autre méthode que de vous donner, de vous faire un petit historique, de vous raconter un peu comment les choses se sont enclenchées les unes par rapport aux autres. Je vais faire remonter l'histoire, non pas à 77, parce que ça va beaucoup trop loin, mais je vais faire remonter l'histoire au milieu des années 80, quand Conrad a sorti son livre Le But, contre l'avis d'ailleurs de tous ses partenaires qui voyaient pas l'intérêt de ce livre-là, et puis ce livre est devenu un succès. Alors, l'impact de ce livre de but, tout est dans le livre Le But. Et j'ai essayé de vous expliquer comment tout est parti de là, et comment les choses sont enclenchées les unes par rapport aux autres, et vous montrer comment on pouvait déjà d'avance voir ce qui allait arriver. Bon, j'ai donné ça d'avance. Lecteur des livres de but, pour vous, qu'est-ce que c'est comme image? Qu'est-ce que vous avez comme image quand je dis livre de but? J'ai devancé l'appel, j'ai déjà donné une réponse. Beaucoup de gens me répondent quand je pose la question, ils disent, ah ben oui, mais c'est les marcheurs. Alors les marcheurs, vous connaissez l'image, hein, c'est ce directeur d'usine, Alex Rogo, qui est accablé de problèmes, les clients lui tombent dessus, il va être tout sur le problème, il rentre chez lui, enfin le week-end, et puis il y a son fils qui dit, ben, papa, t'as oublié, mais ce week-end, tu m'amènes au scout. Et puis on est au scout. Et puis il suit, et puis il va dans sa marche avec les scouts. Et puis tout d'un coup, la lumière s'éteint. Bon sang, bonsoir. C'est mon usine, ça. Il regarde ses marcheurs, mais c'est mon usine. Elle dit, ben oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on voit une marche, des gens qui marchent sans trop de règles précises? Je ne dis pas marche au pas le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Elle dit, quelqu'un va en balade, qu'est-ce qui se passe? Vous savez. Oui, voilà. Hein? Bon, en fait, là, et puis on peut dire ça aussi, hein, la file s'allonge. Là, effectivement, le marcheur, ben, il a dit, ben oui, c'est la production industrielle. Et qu'est-ce qui se passe avec les marcheurs? Qu'est-ce qui se passe? Il s'aperçoit que l'un des marcheurs est plus long que les autres. Il s'appelle Herbie. Et il se dit, mais si ce garçon ne veut pas aller plus vite que ça, ben, on n'arrivera pas au but. Hein? Donc, c'est ce garçon-là qui va me régler de toute façon. Je n'irai pas plus vite que Herbie. Hein, d'accord? Herbie, non, c'est lui qui est le plus lent. Bon, alors est arrivée donc la notion de contrainte. La notion de contrainte. Mais qui dit non-contrainte? Dit non-contrainte. C'est que quelque part, s'il y a une contrainte quelque part, ben, ça veut dire par définition, il y a aussi une non-contrainte. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des contraintes et non-contraintes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce garçon, Herbie, alors, excusez, là, je vais m'éloigner un peu du micro, mais ce garçon Herbie va marcher, et qu'est-ce qui va se passer? Il y a des garçons qui vont être devant et qui vont marcher plus vite, qui seront plus rapides. Et qu'est-ce qui va se passer? La colonne va s'éloigner, et par contre, il y aura derrière lui
d'autres de ses camarades qui vont s'accumuler derrière lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Il dit, oui, mais alors, attendez, mon garçon, là, bon, j'ai dit approximativement, on fait du 6 km à l'heure, il nous reste 6 km à faire, on ne sera jamais à l'heure, pas possible. Parce que Herbie ne peut pas aller, c'est pas possible quand je le regarde, il ne peut pas aller à sa vitesse maximale. Et pourquoi il ne peut pas aller à sa vitesse maximale? Eh bien parce que les camarades qui sont devant lui, eh bien ils sont devant, ils sont plus rapides que les autres. Alors ils chahutent. Bon, eux, de toute façon, ils reprennent, donc ils vont plus vite que les autres. Eux, ils sont dans les temps. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils s'arrêtent, là, c'est sa chaussure, et puis Herbie arrive derrière. Il repart. 30 secondes de perdu. D'accord? C'est toute la colonne qui est perdue du temps. Ça veut dire que si je veux que ma colonne avance, il faut que je permette à Herbie d'aller à sa vitesse maximale. Ça veut dire qu'on a introduit ici le problème, le concept de subordination. Supposez maintenant que j'arrive à subordonner et finalement à aider Herbie à avancer. Herbie avance, il avance à sa vitesse. Il avance à sa vitesse. Oui, donc, et que finalement tout le monde s'est mis à sa disposition. Il y aura un moment où on va dire, mais attendez, il va à 6 km à l'heure, c'est quand il sera mieux, c'est plus du 6 km 500. Et puis dans le livre, on voit Rogo qui regarde, mais Herbie, montre-moi ton sac. Alors c'est pas le boîte de conserve, c'est lourd, c'est le sac le plus lourd. Elle dit, bon, il n'y a pas quelqu'un là qui pourrait aider à porter le poids de Herbie? Et puis alors quelqu'un prend le sac de Herbie. Et Herbie est un peu dégagé, il peut aller un petit peu plus vite. Il peut aller plus vite. Et dans la colonne, il peut aller plus vite. Donc là, on vient d'introduire un nouveau concept, c'est d'élever la capacité de la contrainte. Donc la colonne peut aller plus vite. Alors qu'est-ce qui se passe? Supposez qu'on ait trouvé un moyen que Herbie ne soit plus le marcheur le plus lent. Qu'est-ce qui va se passer? Par définition, il y en a forcément un autre qui sera plus lent. Mais ça veut dire quoi? Il faut tout recommencer. Il faudra tout recommencer. Et là, je vais vous en parler après. Le problème, ce serait l'inertie. Ça veut dire qu'on considérait que ce serait toujours Herbie qui mène toujours la cadence, alors que celui qui n'est plus le toujours plus rapide. Ceci a permis de développer une application qui s'appelle DBR. DBR, Drum Buffer Roll. Drum parce que c'est Herbie, c'est la contrainte la plus lente et qui donne le coup de tambour. Buffer, pourquoi? Parce qu'on va laisser toujours en permanence de quoi marcher pour Herbie. Et bon, pourquoi? Ben oui, parce que si on laisse les marcheurs qui sont devant, si on les laisse faire à leur vitesse, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger la matière première, là, ils vont partir, ça va s'éloigner, les enclos vont exploser. D'accord? Voilà donc ce concept-là. Alors ça, c'était très intéressant, mais ce faisant, c'est tout à fait logique quand on en parle, mais c'est évident, pourquoi il va passer avant? Ah, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dit qu'il y a des contraintes et des non-contraintes. Ça veut dire que les ressources doivent être gérées d'une manière différente, d'une manière évidente. Ça veut dire qu'une contrainte ou non-contrainte doit être gérée de façon différente. Ça veut dire donc que nos indicateurs ne seraient pas tout à fait aussi pertinents. Si on a comme j'ai vu des centaines de fois, des tableaux de rendement de machines, où on me dit, tel atelier n'a pas bien fonctionné parce qu'il n'est qu'à 65%, un autre, il n'a pas fonctionné, c'est 85%, eh bien on peut se demander s'il n'y a pas un petit problème de ce côté-là. Et ceci a entraîné tout un corpus de connaissances qui s'appelle la comptabilité industrielle, Et là-dedans, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous intéresse? Ça veut dire que si les indicateurs ne sont pas bons, il faut qu'on en trouve d'autres. Hein? Quels sont les vrais indicateurs? On a dit, mais quel est le but en fait? Qu'est-ce que je cherche à faire? Dans mon entreprise, qu'est-ce que je cherche à faire? Dans mon entreprise, qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à vendre ce produit-là. Et pour ça, je fabrique une partie, j'achète sur le marché une autre partie, j'achète pour cette partie, je mets tout ça ensemble et je le livre à mon client. Qu'est-ce que mon client me paye? Mon client me paye pas du tout les matières premières, ce que j'achète. Il me paye ma capacité à livrer un produit, à
fabriquer et assembler un produit. Donc, il me paye ma valeur ajoutée. Si vous réfléchissez un instant, l'épicier du coin, on lui paie sa valeur ajoutée aussi. S'il m'amène le yaourt au coin de chez moi, eh bien, ça a une valeur ajoutée. Sinon, je serai obligé d'aller acheter le yaourt à l'autre bout de la France où il est fabriqué. Donc, il y a une valeur ajoutée. C'est cette valeur ajoutée. Mais pour être rentable, cette valeur ajoutée, eh bien, il faut que cette valeur ajoutée me coûte à moi, que je dépense moins d'argent que ce que me paye mon client. Sinon, je plonge, n'est-ce pas? Donc, ici, on a introduit ici de nouveaux concepts qui s'appellent le throughput. Et pour ceux qui ont lu le livre de but, là, je me suis fendu d'une page pour expliquer pourquoi ce néologisme de throughput qui est barbare pour les Français, pourquoi je suis revenu à ce terme-là, après avoir cherché autre chose et parlé avec les confrères européens, qui eux-mêmes sont tous revenus au bout du throughput. Pour expliquer donc que c'était en fait la valeur ajoutée vendue. Hein, la valeur ajoutée vendue, c'est que mon client me paye, effectivement. Donc j'ai dit, ce qui est important, c'est l'épargne d'exploitation. Combien ça me paye? J'ai fait tourner une manivelle, et ma valeur ajoutée, combien mes clients me payent pour ça? Et il y a un autre concept qui n'est pas quand même négligeable, qu'il faut prendre en compte, c'est pour ça, il faut que je mette l'argent sur la table. Il faut que j'ai une usine, il faut que j'ai des formations de gens, il faut que j'ai des locaux, etc., etc. Non seulement ça, mais il faut que j'achète la matière, et je ne sais pas forcément qui va être mon client, donc j'investis. Je suppose que la matière que j'achète, je vais trouver un client. Mais au moment où je l'achète, il n'est pas sûr que je sache quel client va me l'acheter. Donc je fais un pari, je fais un investissement. Bon, tout cet investissement, c'est tout ce qui est bloqué dans le système. Tout ce qui est bloqué dans le système, et on va l'appeler investissement. En fait, ce sont les actifs. En gros, ce sont les actifs. Voilà. Alors ça, c'est très intéressant. Et quand nous sommes allés porter la bonne parole, eh bien, on s'est aperçu d'une chose, c'est que tout compte fait, peut-être que une fois qu'on avait mis en place ces indicateurs, ou qu'on essaie de se référer à ces indicateurs, peut-être que les règles de fonctionnement que nous utilisons à l'intérieur de notre entreprise ne sont peut-être pas ce qu'elles devraient être. Alors effectivement, il y a des règles. Et d'autre part, il y a d'autres personnes qui sont venues dire, attendez, tout ça c'est bien beau. Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas les clients qui m'achètent. Ma contrainte, elle est dans le marché. Ma contrainte, c'est que je n'ai pas suffisamment de commandes pour remplir ma capacité. Et c'était l'époque où, on n'a pas le client, on coupe partout pour s'ajuster au marché. Et vous savez, dans le but, cet état de fait a été abordé, les fameuses Gucci, ça vous dit quelque chose si vous dites les Gucci, non? Non, Johnny Jones, qui fait un pari avec le directeur d'usine, avec Rogo, qui dit, t'es pas capable de servir mon client. Comme par hasard, c'est un client français, le plus difficile de tous. T'es pas capable, hein? C'est vraiment l'histoire, hein? C'est pas le traducteur qui a dit ça. Hein? T'es pas capable de... Oh, je suis pas capable. Paris, ben, écoute, tu auras une tas de Gucci. Alors, bien entendu, il a gagné le tas de Gucci. Pourquoi? Parce que le marché, non seulement, il n'avait pas les clients, mais les vendeurs étaient tellement habitués à ce que Rogo ne fonctionne pas bien, que l'usine n'aurait pas tenir les promesses, qu'ils n'osaient pas faire de promesses aux clients. Et tout d'un coup, il a renversé la situation en disant, voilà, je suis capable de servir. Et voilà, je suis capable de servir à ce prix-là. Donc, est arrivé donc, tout un corpus de connaissances en disant, les revues et tout ça, c'est intéressant, mais en fait, il faut peut-être faire rentrer autre chose, et c'est toute une série de choses qui sont rentrées qu'on appelait les processus mentaux. J'ai eu personnellement l'occasion, au début des années 90, l'occasion de faire partie du groupe témoin. J'étais militaire des copains. Il y avait un groupe américain et un groupe européen, et on a testé ces idées. On contre-attaquait, etc. Donc toute une série de processus mentaux. Alors, le processus mentaux, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que la représentation graphique de la pensée. Je pense quelque chose, pourquoi je le pense, quelle est la logique qui est derrière? Comment, par quel processus de raisonnement, j'arrive à développer une démarche. Alors là, bon, le cadre de mon intervention ne me permet pas de rentrer dans le détail, mais quand même de faire une analyse, effet, cause, effet. Je constate un effet, ah mais il doit y avoir cette cause. Ah mais cette cause, je dois avoir aussi avoir tel effet. Vous voyez, cette réflexion permanente en train de se dire, ah ben voilà, il y a un effet, et effet, cause, effet.
La deuxième chose, c'est que quand quelqu'un prend une décision qui a l'air stupide au regard de tout ce qu'on vient de dire, pourquoi les gens hésitent? En fait, c'est pas parce que c'est des imbéciles ou parce que ce sont des saboteurs, hein, mais c'est surtout parce qu'ils ont un dilemme. Ils ont besoin d'une chose et son contraire. Ils ont un dilemme. Je dois faire une chose pour telle raison, mais je dois faire aussi une chose pour telle autre raison. Je ne peux pas rentrer trop dans le détail parce que ce n'est pas dans le cadre de mon intervention. Mais quand même, il y a un gros développement qui a été fait à ce moment-là. Et en fait, le dilemme, si je fais un dilemme, si je dis que pour avoir A, il me faut B, ça veut dire que je présuppose dans ma tête des choses que je ne dis pas, mais que je présuppose. En anglais, il appelle ça hidden assumption. J'ai appelé ça en français présupposé, parce que ça me semblait être le plus conforme à l'idée qu'il y avait derrière. Présupposé, ça veut dire que je présuppose, par exemple, je dis n'importe quoi, je sors dans la rue, je ne veux pas sortir dans la rue parce que je ne veux pas me mouiller. Si je ne veux pas être mouillé, je ne vais pas sortir. Enfin, je présuppose quoi? Je n'ai pas de parapluie, par exemple. Ça veut dire que si une cause entraîne tel effet, c'est peut-être parce qu'il y a un environnement, quelque chose qui fait qu'il y aura une conséquence. Alors, si je veux sortir de ce dilemme-là, une façon de sortir du dilemme, c'est de s'attaquer au présupposé. Le fameux parapluie, ben, je prends le parapluie. Voilà, par exemple. Et, bon, dans le jargon, je sais bien que beaucoup de gens disent un jargon, etc. De temps en temps, on dit quand même quelques-uns pour se distinguer un peu, quand même, parce que si elle avait trop de vocabulaire courant, ce serait... je m'épaulerais l'air. On met une injection, c'est-à-dire que j'injecte dans mon système j'injecte dans mon système une vérité différente. C'est-à-dire que je change un présupposé. Donc je change la réalité. Et là, ensuite, il faut plus que je fasse une même tendance. Bon, voilà. Ça, vous voyez, à partir du livre Le But, là, tout est en germe. Tout est rentré. Quand on développe l'idée de Herbie, oui, mais alors, oui, mais si alors, mais si alors, mais si alors. Et voilà, les choses sont enclenchées de cette manière-là, dans le temps. À ce moment-là, j'ai quand même connu cette époque-là, où nous sommes allés présenter cette application. À l'époque, c'était ITT Data System, qui est devenu Alcatel à Anvers. Et il y avait un vice-président production qui était à tout, c'est bien, en production, on est très bon. Mais notre problème, c'est que nous avons, en amont, un développement de produits. Nous sommes en train de développer de nouveaux produits. Et on prend un temps fou pour les faire. On n'est jamais au point. Ou alors on lance en production des produits qui ne sont pas encore complètement développés. Après, on est en train de revenir. Vous imaginez la scène, les bouclages. Ça veut dire que est arrivée la nécessité de travailler en gestion de projet. Et ce monsieur-là, qui s'appelait Henri Galland, qui doit être à la retraite depuis, bien, il avait déjà une bonne carrière à l'époque, eh bien, on s'est dit, mais est-ce que les concepts de Herbie et de production, est-ce que ces concepts-là ne sont pas applicables aussi dans les projets? Et on dit, bon, ben, attendez, on a quand même appris quelque chose depuis le but. On a appris à examiner les situations, les effets, cause effets, qu'est-ce qui se passe, il y a des effets, des causes, etc., des dilemmes. Et quel est le problème, en fait, des gestionnaires de projet? Eh bien, le grand problème des gestionnaires de projet, beaucoup plus qu'en production, c'est l'aléa. C'est l'aléa. C'est-à-dire que quand on va parler avec un chef de projet, il dit oui, attendez, moi je dis que je vais faire, il y a 15 jours pour faire tel produit, pour arriver à faire tel état. Mais s'il dit 15, on peut être tranquille que s'il dit 15, dépendant des circonstances, voilà, des circonstances, simplement des circonstances, eh bien ça peut être 10, mais ça peut être 20, ou ça peut être encore beaucoup plus grand, par exemple. Ça veut dire que toute personne qui s'engage pile pour telle date et qui est retient cette date toujours, forcément quelque chose, il y a un loup derrière. Parce que pourquoi? Parce qu'il est un professionnel. Moi j'ai vu un chef de projet, il me dit on va faire ça. Moi je vous dis, si je dis que c'est pour la fin de la semaine prochaine, ça sera fait la semaine prochaine. Moi je dis, si vous pouvez dire ça, ça veut dire que vous pouvez peut-être le faire pour la veille ou l'avant-veille. Mais que peut-être vous aurez un accident qui va vous obliger à travailler la nuit. Donc
le problème de l'ADA, c'est, pour vaincre l'ADA, comment se comportent les gestionnaires de projet. Eh bien, ils prennent une sécurité en disant oui, ça peut prendre 2 semaines. Ben, je vais prévoir 3. Ça dépend, hein, je dis 3, enfin, bon, tout dépend du cas. Hein. Mais je vais prendre une sécurité. Et on va prendre une sécurité partout. Et je vais me cadrer dessus. Problème. Bon, alors, en fait, on a constaté aussi autre chose, c'est le syndrome d'étudiant. Le syndrome d'étudiant, c'est, peut-être un certain nombre d'entre nous auront connu ça, c'est, je dois rendre mon rapport ou mon mémoire pour la fin du mois. Bon, j'ai regardé, je regarde, comme je travaille dans le salon, je l'ai mis une semaine avant. Le mois de pépin, pop, je pars dans les décors. Le syndrome d'étudiant, c'est ça. Et en fait, donc, ben voilà, la deuxième chose, notre chose aussi, c'est le multitâche. Je suis en train de travailler sur une tâche, et puis un autre projet a pris du retard. Ah ben, attendez, il a pris du retard. Ah ben non, il faut lâcher ce que tu es en train de faire, vous savez, et puis ensuite, là, je vais revenir sur celle-là, et ensuite sur celle-là. On croit gagner du temps, en fait, on est en train de perdre du temps sur tous les projets. Tous. Voilà. Donc là, on a développé tout un corpus de connaissances qui s'appelle le chaîne critique. Le livre, la critique de chaîne que vous avez là, c'est ce développement qui a été fait, c'était un roman, un professeur d'université qui a interrogé ses élèves qui sont tous des chefs de projet, qui ont travaillé dans les projets, et comment il a fait pour arriver à développer ce concept-là. Bon, là-dedans, il y a le concept de ressources stratégiques, donc c'est un peu quelque chose d'équivalent par rapport à bon, l'histoire de buffer, et puis les cadencements des projets, tout ça fait un corpus de connaissances qui s'appelle CCTM, Critical Chain Project Management. Bon, tout ça est bien beau. Je produis, je comprends tout ce qui se passe, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il faut vendre le produit. Et le produit, eh bien, je dois le mettre en distribution. Est-ce que chaque fois que vous avez acheté un produit, quel qu'il soit, industriel ou à titre personnel de consommation, est-ce que vous avez toujours trouvé le produit que vous voulez, dans la taille que vous voulez, dans la couleur que vous voulez, exactement qui correspond? C'est mission impossible. C'est une mission impossible. Alors quand on va regarder ce qui se passe dans la production, on s'aperçoit qu'il y a des manquants. On ne voit pas comment on peut faire autrement, sans apprendre d'immenses sécurités. Et oui, et ça crée des accidents. Parce que, pas de chance, quand on parle de sécurité, ils ne sont jamais là où il faut et quand il faut. Donc, ici, on a développé un nouveau corpus de connaissances qui s'appelle je vais l'appeler le management, pour savoir où on doit mettre la marchandise, quand, combien, et donc comment je dois réapprovisionner, par quel algorithme. Ceci est très très bien expliqué, très bien expliqué dans le livre Évident ou non. C'est très bien expliqué. Il explique comment on peut faire pour faire une rotation. Hein, quelle rotation de produits. Donc voilà là l'historique. Et l'historique, vous voyez que tout ça fait partie d'un seul et même pensée, une ligne de pensée. Une seule et même ligne de pensée. Alors, bon, ce qu'il fallait quand même savoir, c'est que on a retenu quand même il y a des points forts là-dedans de cette étape de la tout ça, on a défini de cette manière-là quelques points forts. Le premier, rien ne se passera si je n'ai pas identifié les contraintes de mon système. Si j'ai identifié les contraintes de mon système, il faut que j'en tire le maximum. Et il faut que tout le monde aide la contrainte à réaliser son plan. Ensuite, au bout d'un moment, ça ne suffira pas. Il faudra élever la contrainte, la capacité. Et enfin, en fin de compte, dans une étape précédente, une contrainte devient non contrainte, ça veut dire qu'il y a une ressource qui est moins performante, eh bien, on va retourner à la départ, mais ne laissez pas l'inertie devenir une contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si Herbie n'est plus le marcheur le plus lent, et si c'est Bobby qui est le plus lent, eh bien, tout le travail que j'aurais fait avec Herbie, il faudra que je recommence le même avec Bobby.
Voilà. Alors, quand j'ai fait ça, on va dire, je vais cibler mes efforts. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que je vais focaliser, je vais cibler mes efforts. Je vais cibler mes efforts là où c'est important, là où les résultats sont les plus probants. Et là où les résultats sont les plus rapides et les plus probants. Là, quand on en parle, c'est évident, n'est-ce pas? Mais est-ce que pour ça, comme écrit dans le livre Le But, un processus pour les permanents, est-ce que j'ai un processus pour les permanents? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans un processus comme celui-là? Il se passe une chose, c'est que si je veux installer un produit permanent, encore faut-il maîtriser les variabilités. Les variabilités, c'est-à-dire que c'est bien beau de dire que de cadrer, mais souvent, très souvent, on va s'apercevoir que on va voir l'absentisme, on va voir des gens qui sont plus ou moins en forme, à un moment ou à un autre, que les machines tombent peut-être en panne, ou pas. Enfin, si elles tombent en panne, il y a juste un petit truc qui fait que ça ne coûte pas exactement pareil. Les fournisseurs, des produits de qualité, mes clients qui changent d'avis, ça arrive aussi. Hein. Des clients qui peuvent changer d'avis. Peut-être qu'ils vont changer d'identité, peut-être qu'ils vont changer. Attendez là, mon truc là, finalement, ce serait mieux si on mettait autre chose à cet endroit-là. On change de spectre, par exemple. Voilà, donc il faudrait maîtriser les variabilités. Et en fait, pourquoi? Les ressources sont interdépendantes. Les ressources sont interdépendantes. Ça veut dire que, vous voyez l'effet de l'accordéon. Eric vous a montré l'autoroute du sud de la France ou de l'ouest, hein. C'est pareil. Hein. Tout le monde connaît ce phénomène d'accordéon. Hein. C'est-à-dire que ça part et ça redémarre. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Alors, j'ai dit, il faut supprimer, maîtriser les variabilités. Est-ce qu'on veut un monde sans aléas? Est-ce que c'est possible? Ou un monde où on se protège contre les aléas, là où on a le plus besoin. L'intérêt ici, c'est d'avoir une protection à l'endroit où on a le plus besoin. On n'a pas besoin de mettre les protections partout. On n'a pas besoin de protéger des ressources qui, elles, de toute façon, ont leur propre capacité, qui sont capables de rattraper les retards. Par contre, il y en a d'autres où on a besoin. On a besoin de protéger certaines. On a besoin de protéger des dates. On a besoin de protéger des zones d'assemblage. On a besoin de protéger les rendez-vous clients. Ça, c'est très important. Et là, en fait, ça, c'est le rôle des buffers. Là, on ne peut pas trop rentrer dans le détail, parce que sinon, on va passer la nuit. Mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà expérimenté ce genre de choses. Et là, vous voyez, là, un effet qui était un peu inattendu, c'est de dire, en fait, si je dis qu'il y a des contraintes et des non-contraintes, et qu'il faut mettre des gens au service d'autres ressources, là, on est obligé de travailler en esprit d'équipe. On est obligé de faire travailler les gens ensemble. Les gens dépendent les uns des autres. Ils s'en rendent parfaitement compte. Ils sont tout à fait conscients que leur action va avoir une action chez le copain. Donc le travail d'équipe, et ça a été constaté, ce n'était pas un but affirmé dès le départ, mais on a pu constater que le travail d'équipe s'est renforcé. Et en particulier d'ailleurs, est-ce qu'un certain nombre d'entre vous a lu l'article de Goldratt, Debout sur les têtes sur les épaules de géants? Bon, alors, là-dedans, il donne l'exemple de Hitachi, de tout le système, où il y a eu un phénomène, et peut-être que M. Vert va nous donner quelques exemples. Voilà. Alors, en fait, le processus pour les permanents, il est là. En fait, c'est le protéger. Alors, ensuite, il faut, dans le monde actuel, il faut immuniser. Il serait bien bon, mais il faut immuniser. Qu'est-ce que je fais dans le monde actuel? Quels sont les risques? Et les risques futurs, Ono, Goldratt a considéré Ono comme un précurseur. Ono, vous savez, c'est l'inventeur du Toyota Production System avec le système Kanban, le système juste à temps. C'est lui qui avait parfaitement compris l'écoulement, les flux. Et il a aussi il a créé dans un environnement qui lui était propre, qui correspondait parfaitement à son besoin. Ono, qu'est-ce qu'a fait Ono? En fait, Ono, entre la commande, la production, la livraison et le règlement, eh bien, il fallait être le plus court possible, avoir un temps le plus court possible.
Et ben, le monde actuel étant ce qu'il est, mais ça c'est bien. Mais encore faut-il aussi que le client final reçoive. Parce que si le client final ne reçoit, n'est pas en train d'acheter, mon client intermédiaire, il ne va pas acheter non plus. Hein? Bon, et puis, il va se dire, oui, mais si je veux avoir des commandes, là encore, je dis que je sois sur le marché dans les temps. Il ne faut pas que je sois en retard sur ton économie. Donc ça veut dire qu'il faut que ma recherche-développement, ma mise au point de produit, se fasse dans des temps suffisants. Ça, en fait, c'est le travail que Goldratt a fait, et il donne plein crédit à Ono. Là, c'est Ono et Goldratt, et il appelle ça debout sur les épaules des géants. Alors, en fait, pour l'expression de Goldratt, comme vous le savez, hein, c'est Isaac Newton qui avait dit, ben oui, moi je me suis mis debout sur les épaules des géants. Isaac Newton, alors, il faisait allusion à Descartes, peut-être, bon, Galilée, etc. Tout. Voilà. Et donc, il a rendu hommage à Ono en disant, ben voilà, je suis debout sur les épaules des géants. J'ai fait ce que lui aurait sans doute fait s'il avait continué et s'il était dans ma situation. Très important. Cet article-là était traduit et il se trouve en exergue sur la nouvelle version du livre de but. Il a été intégré, qui est sorti il y a 2 semaines. Bien, alors, en fait, tout ça nous amène à un mode de management. Le mode de management, il s'agit de déployer. Et pour le déployer, là je ne vais pas rentrer, là je vais simplement citer l'outil, c'est l'arbre des stratégies et des tactiques. À chaque instant, quand tu vas voir, vous savez, quand quelqu'un prend une décision, c'est très facile. Dans le cadre de la salle du conseil, on va prendre une décision, c'est très facile. Mais comment on va faire, si j'ai plusieurs strates de décision entre-temps, comment on va faire l'individu de base, pour se mettre en ligne avec ce qui a été décidé en haut? Eh bien, là, il y a un arbre des stratégies et des tactiques. Ça va se poser à chaque niveau les 5 questions. Pourquoi je fais ça? Quel est l'objectif? Quelles sont les actions? Quel est le contexte? Et dans ce contexte-là, est-ce que mes actions sont suffisantes pour atteindre mon objectif? Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire très brièvement. Je voulais brosser ce tableau-là, mais je voulais surtout vous faire passer le message que quand on parle de thinking concept, processus auto, le boulot, projet, etc., ça a l'air de partir dans toutes les directions. Non, en fait, c'est un seul et même corpus de connaissances et les choses se sont en marché tout à fait logiquement. Et d'après ce que j'ai pu voir, effectivement, un certain nombre de personnes ont intégré ce genre de choses et je suis très content que M. Pierre en parle. Merci.